Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau journal. Nous sommes le mercredi 25 janvier et voici les titres. C'est une première dans l'histoire du Vendée Globe. 3 skippers ont franchi la ligne d'arrivée le même jour. Jean-Pierre Dick, Yann Eliès et Jean Le Cam sont les 3 nouveaux marins à boucler cette 8e édition. Ils sont arrivés ce mercredi au Sables d'Olonne. Nous retrouverons sur place Apolline Laurent qui a assisté aux arrivées. La campagne de recensement 2017 est lancée. 56 communes vendéennes de moins de 10 000 habitants sont concernés par ce recensement complet de la population. Objectif, déterminer le nombre et le profil des habitants pour mieux répondre notamment aux besoins en infrastructure. C'est la semaine du coworking organisée par la Roche-sur-Yon Agglomération. Elle a pour but de mettre en valeur ces nouveaux espaces de travail partagés qui se multiplient ces dernières années. Nous sommes allés à la rencontre de ces coworkers qui ont choisi la loco numérique de la Roche-sur-Yon pour y installer leur bureau. Après 80 jours en mer, le trio Jean-Pierre Dick, Yann Eliès et Jean Le Cam est arrivé au Sables d'Olonne ce mercredi. Des arrivées à quelques heures d'intervalle que vous avez d'ailleurs pu suivre tout au long de la journée sur notre antenne. Jean-Pierre Dick est donc le 4e homme de ce Vendée Globe. On retrouve sur le ponton Apolline Laurent qui a assisté à toutes ces arrivées. Tout à fait, Elodie. Vous pouvez le voir derrière moi, les bateaux de Jean-Pierre Dick, Yann Eliès et Jean Le Cam sont enfin amarrés au ponton du Vendée Globe après 80 jours en mer. Jean-Pierre Dick a donc franchi la ligne d'arrivée ce mercredi en 4e position et à 14h47 très précisément. C'est sa 4e participation au Vendée Globe et au lieu de rentrer directement au ponton, le skipper Saint-Michel-Virbach a décidé d'attendre son ami et concurrent Yann Eliès pour remonter ensemble le chenal. Une première dans l'histoire du Vendée Globe. Je vous propose de l'écouter juste après le franchissement de la ligne. Vivre un moment comme ça, je le dis à chaque fois, c'est vraiment un truc qu'on fait que peu de fois dans sa vie ou qui est unique. Il faut se défoncer, mais bon, moi j'aime bien ça, donc ça le fait bien. Mais voilà, 2 mois et demi dans le dur, à penser qu'à ça, à faire que ça, être dedans, avoir des peines, avoir des joies. Très simple comme univers, mais assez fabuleux. Et Yann Eliès, quant à lui, a franchi la ligne d'arrivée ce mercredi à 16h13, très précisément. Il boucle donc son premier Vendée Globe après une édition 2008-2009 douloureuse. Je vous le rappelle, il avait été victime d'un grave accident qui avait mis fin à sa course. Cette 5e place au classement est donc une belle revanche pour le Breton originaire de Saint-Brieuc. On l'écoute. J'ai eu énormément de mal à quitter la famille. Ça a été un vrai déchirement et une surprise pour moi. Je ne pensais pas que ce serait si difficile. Puis après, j'ai commencé à gamberger. Je me dis, bon, cette fois-ci, il ne faut pas que ça merde, quoi. Je n'ai pas le droit à une deuxième erreur. Cette fois-ci, je reviens. Et du coup, j'étais un peu sur la retenue. J'étais un peu tendu. Je me demandais si j'avais pas peut-être de présumer de mes forces quand même, mentales. Et puis finalement, ça l'a fait et j'ai fini par prendre du plaisir et à trouver mon compte et à naviguer libéré, mais sagement dans le sud quand même. Je savais où je mettais les pieds, je savais où était le curseur à ne pas dépasser. Enfin, autre grande première, l'arrivée d'un 3e participant dans la même journée. Jean Le Cam a franchi la ligne d'arrivée à 17h43 ce mercredi et termine son 4e Vendée Globe en 6e position. Il a aussitôt remonté le chenal et rejoint ses 2 amis Jean-Pierre Dick et Yann Eliès. Après ces 3 arrivées, il ne reste donc plus que 12 skippers encore en mer pour cette 8e édition du Vendée Globe. Et avec cette 4e place prise par Jean-Pierre Dick, un constat s'impose. Les foilers auront brillé lors de cette édition 2016-2017, puisque Jean-Pierre Dick, tout comme les 3 premiers sur le podium, étaient équipés de foils. Ces appendices porteurs qui étaient utilisés pour la première fois dans l'histoire du Vendée Globe ont donc prouvé leur fiabilité et leur efficacité, selon Jacques Carès, directeur de la course. Pour lui, le bilan est très positif et prometteur. C'est certain que là, on ne peut pas retourner en arrière technologiquement. Les foils sont un gain. C'est vraiment comme un turbo sur une voiture. Dès qu'il est enclenché au bon moment, ça démarre. Ça serait vraiment étonnant que sur une édition suivante, ça soit un bateau classique qui mène la danse, à moins que les conditions météo aient détruit tous les foilers potentiels. Mais c'est vrai que aujourd'hui, sur un nombre de 6 foilers, on en a quand même 4 aux avant-postes. C'est quand même un bon ratio.
Et lui n'avait pas de foil sur son bateau, mais c'est peut-être le marin le plus populaire de cette 8e édition, Jean Le Cam. Il a donc franchi la ligne d'arrivée ce mercredi, après 80 jours en mer. Le skipper breton au franc-parler est un personnage très suivi sur la toile. Il faut dire que durant toute la course, il a partagé avec humour et générosité son aventure pour le plus grand plaisir des internautes. Pierre Dalicieux a compilé pour nous quelques-uns de ses meilleurs moments. Clac, clac, clac. Hop, et me revoilà. Si c'est pas beau ça. La vidéo embarquée avec Jean Le Cam, ça partait plutôt mal. En plus c'est obligatoire, avec ça on est bien quoi. En plus tout ce qui est obligatoire, moi j'aime pas trop. Enfin bon, si c'est obligatoire, c'est comme ça. Et très vite, le navigateur se prend au jeu pour notre plus grand plaisir, avec tout d'abord des rencontres insolites au milieu de nulle part. Un bateau donc italien qui fait le tour du monde pour essayer de battre le record des 40 pieds. Après plusieurs semaines en mer, Jean nous fait partager son quotidien, souvent agité. Là ça bastonne. Waouh, on fait combien là? Alors, là la vitesse, c'est là. Là, ça envoie du pâté. Ça envoie du steak. Mais aussi parfois très calme, trop calme. Ah, c'est vraiment des moments assez difficiles parce que voilà, le pilote a du mal. Là, il n'y a pas d'air, du coup, on a hyper chaud. Les nuages qui disent que on va peut-être pas bien dormir. Et oui, en mer, la météo change vite, pas question de se reposer trop longtemps, sauf pour une petite leçon de cuisine. Même au large, on met les petits plats dans les grands. Enfin, façon de parler. Pour bien faire revenir les saucisses, faut pas que ça crame parce que sinon. Même pour cette course en solitaire, le navigateur n'est jamais seul et même bien entouré, à commencer par le plus connu des manchots vendéens. Le grand des grands, le célèbre Ouchou, avec sa comment, vous entendez là, sa clochette quoi. Donc voilà, celui-là c'est Ouchou, celui-là il est de Pouzauges. Le roi Jean sera passé 6 fois devant le Cap Horn que l'on voit ici. Il aura bouclé son 3e tour du monde en solitaire, mais n'a jamais oublié les autres, à commencer par le vainqueur de cette 8e édition du Vendée Globe. Pour Armel, hip hip hip, hurrah! Et pour Armel, yes, we come. Salut. Et derrière Jean Le Cam, il reste encore 12 skippers en mer. Le prochain arrivé devrait être Louis Burton. Il est attendu aux alentours du 1er février. Éric Bellion et Conrad Coleman, qui sont au coude à coude, sont attendus entre le 11 et le 15. Et avant eux, Nandorfa, lui, devrait arriver entre le 6 et le 8 février. Nandorfa, qui a passé l'équateur ce mardi soir, après 79 jours en mer. Ce skipper âgé de 63 ans n'est pas un bisu. Il avait en effet déjà participé au Vendée Globe lors de la 2e édition, c'était en 1992. Il avait alors remporté une très belle 5e place. Et puis, plus au sud, autre skipper étranger, Peter Herrema, a passé le Cap Horn ce mardi. Le marin néerlandais est lui novice, c'est son premier Vendée Globe, et il a choisi de le faire avec un bateau équipé de foil. Derrière Peter Herrema, ne reste plus que Sébastien Destremaux qui n'a pas encore franchi le Cap Horn. Et on referme cette page Vendée Globe avec cette précision. Nous vous en parlions précédemment. Jérémy Bayou repartira donc en 2020 pour le prochain Vendée Globe, mais sans son sponsor actuel Maître Coq. En effet, le skipper breton a annoncé être à la recherche d'un nouveau partenaire en raison de ses ambitions qui sont maintenant plus grandes et qui ne sont pas adaptées aux moyens que la marque était capable de mettre, a-t-il déclaré. Les chiffres du chômage, nous vous en parlions dans notre précédente édition. Ils sont en hausse pour le mois de décembre par rapport au mois de novembre au niveau national comme au niveau régional. En Pays de la Loire, le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A a augmenté de 1,6%. La Vendée est le département où le chômage progresse le plus sur un mois, plus 3,1%. En Loire-Atlantique, la progression est moins importante, plus 0,8%. En revanche, sur un an, le
le chômage enregistre un recul important. Vous le voyez, au niveau national, moins 3% et en Vendée, moins 5,6%. Cela n'était pas arrivé depuis 2007. 7000 communes françaises de moins de 10 000 habitants sont concernées cette année par la campagne de recensement de la population. Un recensement complet de tous les habitants pour ces petites communes. Il a commencé le 19 janvier et se terminera fin février. En Vendée, 56 communes sont concernées par ce recensement total. C'est obligatoire et il s'agit là d'un geste civique. Le recensement permet en effet aux collectivités de prévoir l'avenir en adaptant le budget selon les besoins de la population. Exemple à Saint-Étienne-du-Bois, Samuel Grasset. Bonjour monsieur, c'est l'agent recenseur de votre mairie. Depuis une semaine, Lise Soulard frappe à la porte des maisons de Saint-Étienne-du-Bois. Sa mission est de recenser la population de la commune. Un recensement qui vise à compter la population, mais aussi à obtenir des informations sur les habitants et sur leur logement. Et nouveauté cette année, les habitants peuvent remplir leur fiche de recensement directement sur Internet. On ne peut qu'inciter les gens à répondre sur Internet, on ne peut pas les y obliger. Ceux qui ne sont pas trop sûrs, on leur donne les deux possibilités, mais on incite fortement à répondre par Internet puisque c'est confidentiel. Il faut les rassurer sur le fait qu'aucun fichier n'est croisé, que la CNIL surveille ça de très près. Outre Saint-Étienne-du-Bois, 55 autres communes vendéennes de moins de 10 000 habitants sont concernées cette année par un recensement total de la population. L'ensemble des habitants devra s'y soumettre, c'est obligatoire. Dans les 8 plus grandes villes du département, celles qui dépassent les 10 000 habitants, le recensement n'est que partiel. Seuls 8% de la population devra répondre à l'enquête de l'INSEE. Un recensement très utile pour les communes car il détermine le nombre d'élus au conseil municipal et surtout une partie des ressources financières des collectivités. Nos communes vivent avec en partie avec les dotations de l'État qui sont déterminées justement en fonction du recensement. Donc, ce qui nous permet, cette dotation nous permet ensuite de déterminer des investissements qui correspondent à la population. Il est important de savoir si on a une population en évolution avec un accueil de jeunes, de nouvelles familles et de jeunes, ou si on a plutôt une population vieillissante qui a besoin de structures adaptées. Le résultat de ce recensement ne sera connu que dans 2 ans, le temps que l'INSEE traite et analyse l'ensemble des données. À Saint-Étienne-du-Bois, les 4 agents recenseurs ont jusqu'au 18 février pour collecter l'ensemble des données. Dans les villes de plus de 10 000 habitants, ce délai est fixé au 25 février. Le coworking en plein boom. Selon une récente étude, le nombre de coworkers dans le monde aurait plus que doublé entre 2015 et 2017, passant de 510 000 à 1 180 000. Résultat, les espaces de travail partagés, ces coworking se multiplient, y compris en Vendée. Et l'un d'eux a été récemment récompensé. Il s'agit de la Folie à Saint-Jean-de-Mont. La communauté de communes a reçu le prix de bronze Territoria 2016. Qui récompense les collectivités territoriales qui osent l'innovation. Une fierté pour les membres de l'association de la Folie. Écoutez. Ce que je trouve vraiment très intéressant, c'est le profil des personnes qui viennent nous voir. On a des profils soit start-upers, soit d'entreprises qui ont déjà un petit peu avancé, mais avec des jeunes qui sont intéressés pour venir investir sur nos territoires, contrairement à ce qu'on pourrait penser, qui sont intéressés pour expérimenter aussi sur nos territoires. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça prouve qu'en tous les cas, un territoire comme le nôtre, la communauté de communes Océan-Marin-de-Mont, peut avoir des nouveaux modèles de développement économique, un petit peu comme on les a aujourd'hui dans certaines grandes agglomérations. Et je pense que là, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à traiter. Et en tous les cas, je pense que c'est aussi la preuve, tout ça, que l'énergie, elle vient des territoires. Elle ne vient pas que des grandes villes, elle ne vient pas que des grandes organisations, elle vient aussi des territoires. Et les territoires, c'est notre territoire intercommunal ou d'autres territoires qui ont une énergie commune et qu'on développe ensemble. Et preuve également que ces espaces de coworking prennent de plus en plus d'importance, la Roche-sur-Yon Agglomération a lancé une semaine dédiée à ces espaces de travail collectif. Toute cette semaine, plusieurs rencontres et conférences sont proposées à la Loco numérique, l'espace de travail partagé de la Roche-sur-Yon, qui a ouvert ses portes il y a 2 ans. Aujourd'hui, il abrite une quarantaine de coworkers. Nous en avons rencontré quelques-uns. Portrait croisé signé Marion Vigreux. Je suis Loco Worker. Voici la campagne de publicité diffusée en ce moment à La Roche-sur-Yon.
Cette campagne, Guillaume y a participé activement. Il fait partie des premiers à avoir rejoint la Loco, cet espace de travail dédié aux acteurs du numérique. Depuis, il navigue entre 3 sites de coworking. Je vais aussi sur d'autres réseaux sur Nantes. Et puis maintenant sur une nouvelle zone de coworking à Boufféret, à côté de Montaigu. Quand on est indépendant et qu'on vend son savoir-faire, parce que je ne vends rien de concret, ça permet de se vendre et de se faire connaître. À la Loco numérique, le réseau se tisse via les ateliers, les conférences, mais aussi via les espaces détente. Si l'ENAX offre une pause console, cet étudiant est conscient de l'importance de créer du lien et de mutualiser les savoir-faire. En fait, il y en a beaucoup avant de venir ici, ou même pour certains qui viennent en stage, ils disent quel est l'intérêt de venir, parce qu'on peut faire exactement la même chose chez nous en fait. On a besoin de réseau parce que sinon, si on reste tout seul, on va finir par stagner, on va devenir un peu obsolète si je puis dire. L'informatique évolue très vite. La Loco numérique met à disposition de ses abonnés 20 postes de travail, 2 salles de réunion et un coin cuisine. Une aubaine pour Grégory qui vient de se lancer comme formateur et développeur indépendant. Donc on a une petite activité indépendante comme la mienne, on n'a pas forcément besoin de tout de suite se lancer dans des structures, aller chercher du bureau dans une pépinière. Là c'est très simple au niveau formalité, il n'y a rien, quoi. On prend juste des tickets et voilà, on s'installe et on travaille. Aujourd'hui, plusieurs communes proposent ce genre d'espace, comme Numérimère au Sable d'Olonne ou encore La Folie à Saint-Jean-de-Mont. Et d'ici à 2020, à La Roche-sur-Yon, la Loco 2 devrait voir le jour. On va quadrupler la surface d'accueil pour les entreprises, les créateurs d'entreprises, pépinières, mais aussi hôtels d'entreprise. Parce qu'aujourd'hui, notre volonté, c'est de ne pas voir partir justement ces créateurs d'entreprises. Sur le pôle gare, c'est donc tout un écosystème du numérique qui devrait se développer, avec des hôtels, des logements étudiants et des locaux pour les entreprises. Et ce jeudi, dans le cadre de la semaine du coworking, la Loco numérique organise une journée porte ouverte de 12h30 à 14h. Avant de se quitter, juste un mot sur le bel exploit des Françaises en tennis de table qui ont battu la Slovaquie 3-0. C'était ce mardi soir à Beaufou. Grâce à cette victoire, l'équipe de France féminine est qualifiée pour les championnats d'Europe par équipe. Des championnats qui se dérouleront du 13 au 17 septembre prochain au Luxembourg. Jetons à présent un coup d'œil rapide sur les prévisions météo. Ce jeudi, c'est le retour du soleil toute la journée, temps sec et lumineux au programme. Et sachez également que la qualité de l'air s'améliore. L'alerte rouge pour pollution en particules fines est levée ce jeudi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et à demain pour de nouvelles informations.